Alors on a besoin parfois d'avoir un petit serveur Linux de manière à pouvoir tester certaines applications ou faire marcher ou faire fonctionner certains programmes qui ne fonctionneraient que sur Linux ou pouvoir tout simplement vérifier que ces éléments qui sont visibles sur Windows, sur Mac, puissent aussi fonctionner sur Linux. Donc l'idée de cette petite vidéo aujourd'hui, serait de pouvoir créer un mini serveur Linux avec une install Ubuntu basique à partir d'un compte GCP. Alors je suis en train de m'intéresser justement à Google Cloud Platform, donc je pense que nous aurons des vidéos dans les semaines qui suivent aussi sur cet élément. Et l'idée ici, c'est de vous faire découvrir comment créer cette petite instance avec une VM Linux basée sur Ubuntu avec Google Cloud Platform. C'est parti, on y va. Alors bien entendu, pour démarrer avec Google Cloud Platform, il va falloir un compte Google, un compte Gmail qui va vous permettre de se connecter à la puissance du Cloud Platform. Le Cloud Platform, c'est quoi? Vous allez bénéficier de toute l'infrastructure Google au service des entreprises. Vous allez pouvoir créer des machines virtuelles, vous allez pouvoir mettre en place des serveurs, créer des dossiers de stockage, vous allez pouvoir créer et jouer avec de la base de données, enfin vous allez avoir vraiment toute la puissance du cloud et d'infrastructure de Google. Alors évidemment, cette infrastructure est payante, ce n'est pas gratuit. Attention, vous avez une petite alerte d'ailleurs ici en haut du bandeau qui vous dit bien que les nouveaux clients bénéficient d'un crédit gratuit de 300 $ à dépenser sur le cloud. À savoir que l'infrastructure Google, c'est élastique. Vous ne payez que ce que vous consommez. Je vais y arriver aujourd'hui. Du coup, tout cela va se mettre à jour en fonction de la gestion de vos serveurs, de ce qui se passe sur vos serveurs, et vous serez facturé en conséquence. On va voir qu'ici, avant même d'atteindre les 300 $ sur ce type de serveur, vu que je serai pratiquement le seul à me connecter sur cette instance, cela devrait me coûter proche de zéro. Alors on va voir tout au long d'ailleurs du process que de toute façon, vous pourrez éventuellement supprimer la VM et ça arrête automatiquement le paiement si jamais vous avez des soucis avec le règlement. Alors, pour commencer, on va se connecter. Moi, j'ai déjà mon compte Gmail, donc je suis connecté dessus, et je vais faire donc soit profiter d'un essai gratuit ou connexion, mais étant donné que je suis déjà connecté à ma VM, je vais aller me connecter sur mon compte. Voilà. Alors ici, nous sommes dans le dashboard Google Cloud Platform et c'est à partir d'ici que l'on va créer tout ce dont l'on a besoin en termes de serveurs, en termes de VM, en termes de stockage. On va retrouver ici toutes les instances que je vais pouvoir utiliser. Je vais pouvoir me connecter à BigQuery, je vais pouvoir utiliser du réseau VPN, je vais pouvoir créer toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, le but n'étant pas de vous présenter la Google Cloud Platform en détail, mais par contre d'utiliser vraiment un élément qui est la création de VM, de machines virtuelles. Alors, petit aparté, ce qu'on peut voir ici, c'est que je suis sur l'onglet tableau de bord. Ici, on aura l'onglet activité. Et c'est ici que tout va se détailler. Alors, on va voir qu'ici, je montrerai au fur et à mesure les différents projets et les noms de projets que vous allez avoir dans votre GCP, dans votre console. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est une estimation des frais. Et surtout, qu'est-ce que va vous coûter votre serveur. Alors, donc la première chose à faire va être de créer notre instance. Alors, on va aller pour ce faire ici sur votre menu. Si vous ne l'avez pas, vous le dépliez ici. Et on va aller sur Compute Engine.
et sur instance de VM. Je clique dessus. Et on va arriver donc sur toute une palette de paramétrage pour aller créer notre instance. Voilà, donc Compute Engine, il va falloir que je l'active. Alors pour certains, si vous avez déjà utilisé le Compute Engine, vous aurez déjà l'activation de l'élément. Alors on a créé notre instance et puis maintenant il va falloir la nommer et surtout sélectionner. Quand on dit une instance, ça va être une instance de serveur. Donc on va aller s'allouer une petite partie des serveurs de Google, mais reliés à notre compte Gmail. Donc ici, il va falloir aller créer notre machine. Ici, on voyait bien que c'est marqué configuration de la machine. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller configurer en sorte notre machine physique dans les serveurs de Google. Alors, on y va et je vais vous détailler pas à pas à quoi cela correspond. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, en l'occurrence, je vais devoir renommer déjà mon instance. Donc ici, je vais l'appeler Tal Ubuserve. Donc comme Talandria, Ubuntu Server. Alors, si vous lisez sur la petite aide, on vous recommande que le nom doit commencer par une lettre minuscule suivie d'un maximum de 62 caractères. D'accord? Donc déjà ici, erreur, on met une minuscule. Il faut que ça commence par une minuscule. Et puis pour un nom de serveur, on va mettre tout en minuscule. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on va pouvoir ajouter un label. Je vais pouvoir l'appeler serveur Linux et ajouter une étiquette. Parce que quand vous avez pas mal de serveurs à gérer, c'est bien de les repérer avec ce label. Ici, en termes de région. Alors la région, c'est où va s'héberger votre serveur et dans quel data center. Ici, on ne va pas s'embêter. Par défaut, ici, on est sur les US en centrale. Et ici, la zone, selon la région où vous allez avoir le data center, vous allez avoir jusqu'à 4 régions spécifiques pour l'héberger. Alors, si vous voulez de l'aide, vous allez voir sur le petit point d'interrogation. Ça vous expliquera au niveau des régions et qu'est-ce que ça comporte. On ne va pas s'embêter, on va rester sur l'US centrale. C'est pas grave, ça ne sera pas bien important pour ma part ici. Et ici, on va vous demander quelque chose de très important par contre, c'est quelle configuration de machine l'on va utiliser. Alors ici, moi en l'occurrence, je vais plutôt prendre, alors vous voyez qu'il y a plusieurs types de machines. Nous, on va partir sur du N2 et je pense qu'on va prendre du N2. Vous allez choisir le type de de processeur et de nombre de cœurs que vous allez utiliser et la mémoire RAM surtout de votre serveur. Ici, si vous allez directement sur du N2, le plus petit, vous avez 2 processeurs avec 8 Go de mémoire. Ce qui est déjà pas mal pour faire tourner un petit serveur Ubuntu. On va aller voir ce que nous propose le N1. Voilà, hop, si je suis en N1, première génération, j'ai un processeur. Je pense qu'on peut passer avec un N2, avec un N1 standard 2, avec 2 processeurs et 7 Go de mémoire. On pourrait fonctionner en l'occurrence avec celui-là. Mais on va quand même passer avec la taille au-dessus. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que en fonction du processeur que vous allez utiliser ici à droite, l'estimation se fait en simultané. C'est-à-dire que là, on me dit que ce coût, bien sûr, que je vais payer à la consommation, avec une facturation à la seconde sans frais initiaux, pour l'instant me coûte 49 $, ce qui revient à un coût horaire d'environ 7 centimes de dollars US. Ici, si je modifie comme tout à l'heure, que je me remets en N2, vous allez voir, où je vais mettre carrément en E2.
Voilà, vous voyez que là, je reviens à 25 $. Hein, pourquoi? Parce que ben, ce sont des types de machines. Hein. Là, on est dans de la machine, je dirais, dans de la machine physique. Et que selon le type de machine que vous allez utiliser, ben, le coût, bien sûr, n'est pas le même. Hein. Donc là, on est sur du cœur partagé. Donc, c'est pas le même coût. Si je reviens sur mon N2 de tout à l'heure, on est sur un processeur Intel en cascade. Hop, j'étais parti sur 8 Go de mémoire. Là, le N2, bah, de suite, c'est beaucoup plus cher. Hein, avec 2 CPU et 8 Go de mémoire. Alors, je vous dirais que j'ai jamais testé. On pourrait tester sur un cœur E2, parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser réellement beaucoup. Donc éventuellement, voilà, vous voyez, là j'ai un coût horaire d'environ 0,03 centimes. Hein. Ça peut faire l'affaire. Alors, activer ici l'appareil d'affichage. En quoi ça consiste? Alors, l'appareil d'affichage, c'est quoi? Ben, c'est simplement, comme ça vous le dit ici dessous, c'est que vous allez pouvoir activer tous les outils de capture d'écran hein, ou d'enregistrement via votre serveur. Alors, on ne va pas l'activer. Le service confidentiel VM, on ne va pas l'activer non plus. Par contre, nous, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être les disques de démarrage et surtout ici, la taille et l'image. Hein, l'image, donc ça va être qu'est-ce qu'on va installer comme système sur notre serveur. Ben, nous, en l'occurrence, on ne va pas aller installer du Debian, on veut du Ubuntu. Donc on va aller sur modifier cet élément-là. On va aller du coup sélectionner le Ubuntu. Alors vous voyez que vous avez tout un panel hein, de distribution Linux, du Fedora, du Red Hat, même du SQL Server. Nous, on va aller chercher un Ubuntu classique et je pense qu'on va prendre la version, une version assez stable. On va prendre la 20 LTS. Essayez toujours de prendre les versions LTS hein, qui sont les versions sérialisées comment dire, de ces finalisées plutôt de ces images Linux. La taille ici, on pourrait augmenter à 15 Go. Sachez que de toute façon, si vous augmentez la taille, ça augmente aussi le prix. Et puis ici, on va pouvoir même décider quel type de disque dur on va essayer. Sachant qu'un disque dur SSD, par rapport à un standard, est beaucoup plus rapide en termes de démarrage d'un serveur qu'un disque dur standard. Alors vous voyez qu'ici, nous, on va aller sur identité accès à l'API, donc on va laisser sur aucun compte de service, on n'en aura pas besoin. Vous vérifiez bien ici que, en termes de disque, il vous a bien pris le nouveau disque persistant avec équilibrage, 10 Go et surtout la version d'Ubuntu 20.4 LTS. On va aller configurer le reste. Alors on n'a pas besoin forcément d'aller ajouter du trafic autorisé, du trafic pour autoriser le HTTP ou HTTPS, dans le sens où nous on va se connecter nous-mêmes directement depuis notre machine hein, pour aller accéder à notre machine virtuelle. Donc voilà, on a terminé avec ça. Et on va pouvoir donc créer cette fois et cliquer sur le bouton créer de notre machine. Donc c'est parti. Donc je suis en train de créer mon instance. Vous voyez que ça tourne toujours ici au niveau de l'indicateur d'état et on me dit que cette instance est en cours de création. Alors c'est très rapide, vous allez voir.
Voilà, j'ai la petite coche verte et mon serveur est créé. J'ai une adresse IP qui va me permettre de m'y rendre, hein, une adresse IP externe pour m'y connecter. Je suis bien sur la zone centrale 1. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller continuer de configurer et d'installer surtout mon image Ubuntu. À ce stade ici, je vais pouvoir éventuellement aller cliquer sur cette adresse IP. Voilà, je vais pouvoir la copier, aller voir dans un navigateur, la coller. Et vous allez voir que normalement, il va arriver sur rien du tout, hein, étant donné que le serveur est créé, mais il n'y a aucune image pour l'instant de créer avec ce serveur. Alors, maintenant, on va continuer, puis on va aller continuer de configurer notre serveur, hein, et puis surtout de lui installer l'image Ubuntu. Alors, la première étape ici va être de se connecter à notre serveur. Étant donné qu'on n'a pas du tout de WYSIWYG, c'est-à-dire d'interface d'administration sur notre serveur, quand on crée une instance, il va falloir se connecter via un autre protocole. Le protocole utilisé pour dialoguer avec notre serveur va être SSH. SSH, donc, qui est ici, hein, et qui va nous permettre de dialoguer. Alors pour ceux qui sont peut-être déjà connectés en FTP pour héberger un site ou sur un serveur lambda, ça va être la même chose, hein, sauf qu'ici, le protocole, c'est du SSH. Donc je fais se connecter. Je suis en train de transférer les clés, donc des clés de reconnaissance en fait entre ma machine physique ici et mon serveur. Le dialogue s'installe et on est en train de s'authentifier en quelque sorte, de manière à pouvoir me connecter. Vous voyez d'ici d'ailleurs que je récupère toutes les informations ici de mon système, avec le processeur, l'utilisation, la mémoire que j'utilise en ce moment même, hein. Et je suis connecté ici, hein, donc talandria@talubuserve, qui est le nom du serveur. Donc je suis connecté directement ici, je vais pouvoir rentrer mes commandes SSH. La première chose à faire quand on vient d'installer une nouvelle instance de VM, c'est de mettre à jour l'image, hein, du système serveur. Alors on se connecte en admin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le monde Linux, je vous invite à vous reporter sur les commandes de base en console. Sur GCP, on fait beaucoup de commandes Linux en console. Et la première qui est sudo, qui permet de dire je m'authentifie en tant que super administrateur dans ma console. Sudo, et on va faire un apt-get, donc qui est la commande de récupération de paquets Linux, et on va faire update, tout simplement. Voilà, alors normalement ça devrait être assez rapide. Il est en train de mettre à jour tous les paquets et dépôts de mon Ubuntu avant de pouvoir l'installer. Vous voyez que du moment que vous retrouvez ici la main sur votre identifiant, ça veut dire que c'est terminé et que vous allez pouvoir continuer de taper d'autres commandes. Alors, on va maintenant retaper un sudo apt-get update. Par contre, cette fois, avec un -y qui permet de mettre à jour véritablement le protocole. Donc c'est reparti. On le refait une fois. Vous voyez, c'était beaucoup plus rapide. Et donc là, on a vraiment toutes les updates de notre système. Alors, on a fait notre apt-get et maintenant, on va pouvoir lancer l'installation précisément d'Ubuntu. Alors, on fait un sudo apt-get install ubuntu-desktop. OK. Alors, on arrive ici sur certains éléments. Attention, tout le long du process d'installation d'Ubuntu, là on vous dit d'ailleurs que j'ai besoin de 600 mégas.
Après cette opération, il y aura 2587 mégas, c'est-à-dire 2 gigas 5 qui seront utilisés sur les 10 gigas de mon espace. Hein. Est-ce que je veux continuer, oui ou non? Ben là, on me dit qu'il faut taper Y, donc je tape Y et je fais entrer. Donc c'est en train de mouliner, c'est en train de récupérer tout à fait les dépôts depuis les serveurs Linux d'Ubuntu et c'est en train de les installer, hein, cette fois sur le disque physique de ma machine virtuelle. Alors, normalement, c'est très très rapide, hein. Vous voyez, par rapport à un téléchargement classique, il y a quand même 2 gigas à l'install, donc ça veut dire que le paquet doit faire pas loin de 700-800 MO. Mais là, c'est en train de dézipper, de tout installer directement. Ça, c'est quelque part la puissance de la console admin que vous pouvez d'ailleurs utiliser depuis même votre propre machine, hein, votre PC ou votre Mac. Et je peux vous assurer que quand vous maîtrisez un peu les consoles admin, la console plus précisément, bah, vous pouvez gagner du temps sur des installs, sur pas mal de petites opérations, hein, même ne serait-ce que dézipper un fichier, faire du copier-coller, modifier un fichier en ligne, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, directement depuis la console. Alors normalement, ça devrait bientôt se terminer. Alors, notre système est installé. Normalement, vous arrivez vous récupérez la main sur votre serveur. On va faire un petit clear, hein, de manière à nettoyer notre console. Et on va aller installer donc nos machines. Alors, nos machines, qu'est-ce que c'est? Nos machines, c'est un système ici qui va nous permettre, en gros, un peu comme un VNC serveur, qui va nous permettre de prendre la main, prendre le contrôle surtout à distance de notre serveur, de manière à avoir nous une connexion dynamique comment dire, notre machine physique ici, le bureau. Donc il va falloir installer nos machines. Il va falloir installer la version Linux parce qu'on a installé un Ubuntu. Et donc je vous mettrai le lien en description. Et donc il va falloir aller rentrer ce lien et télécharger nos machines, mais cette fois sur non pas votre machine physique, je répète, mais sur le serveur. Alors pour ce faire, ici, on va aller installer nos machines. Alors ici, on va venir, maintenant qu'il est téléchargé, installer nos machines sur notre serveur. Alors on vient taper la commande sudo apt install, // pour se mettre à la racine, et on va installer nos machines. Alors vous allez récupérer ici, vous, ce que vous aurez. Normalement, vous aurez la même chose. Ici, vous récupérez le nom du paquet, hein, nos machines 7741 amd64.deb. Donc c'est parti, je lance l'install. Alors j'ai une petite erreur, on va regarder ça. Voilà, donc c'est en train d'installer. Je reviens sur ma console, hop. Hein, donc si vous avez cet écran, normalement c'est bon, c'est que c'est installé. Il a bien utilisé le profil Ubuntu, vous avez bien installé tous les éléments. Hein, et maintenant, donc, on va pouvoir passer à la suite. Alors, on a fini d'installer notre élément. On va aller maintenant sur notre plateforme et on va aller créer maintenant nos firewalls. Alors, pourquoi? Parce qu'il va falloir sécuriser quand même cet élément, notre serveur. On a toujours des firewalls sur nos machines.
Et donc il va falloir aller recréer cet élément-là et créer des nouvelles règles dans notre firewall. Alors où est-ce qu'on va aller? On va aller faire ça dans réseau VPC et on va aller dans pare-feu. Pare-feu qui est ici, réseau VPC, pare-feu. Pour ces pare-feux, ces firewalls, normalement, il va y avoir des règles déjà existantes. Ne vous inquiétez pas de ces règles existantes. Là, je vais pouvoir fermer ici cet élément-là. Ce que nous allons faire, nous allons régler et créer nos propres règles pour notre pare-feu. Alors, on y va. Alors, on est parti. On va créer une règle, tout simplement. Ici, on va l'appeler NoMachine, parce que c'est une règle qu'on va définir pour la connexion à notre service NoMachine. On va aller directement sur le tag cible, qu'on va remettre ici. Mais ça sera le tag cible, ça sera NoMachine. Et sur la source, donc la plage d'IP source, ici, ça va être 0.0.0.0. Ok, donc point 0 pour notre plage IP et on va aller cocher TCP 4000 pour le port dans lequel on va pouvoir se connecter à notre serveur. Une fois qu'on a fait ça, il suffit simplement d'aller créer cette règle. Voilà, donc notre règle est créée. On a mis notre règle NoMachine à notre pare-feu qui est activée. Et maintenant, on va pouvoir aller autoriser cette règle à partir de notre VM. Alors, c'est un peu technique, je conçois, mais on est obligé de passer par là. Alors, on retourne sur notre instance et on va aller donc modifier et faire connaître notre règle à notre serveur. Donc, on revient sur Compute Engine, instance de VM. On va aller cliquer directement sur notre VM. Voilà. Et on va venir éditer, modifier notre VM. Alors, on va venir descendre sous le pare-feu, ici. On va venir mettre notre tag réseau qui s'appelle NoMachine, tout simplement. Donc, comme on l'a nommé dans notre élément. Et on va simplement venir mettre à jour et enregistrer notre élément, notre VM. Voilà, donc là c'est en train de la mettre à jour. On lui a ajouté simplement notre règle de pare-feu. Voilà. Alors attention maintenant, suivez précisément ce que je vais faire ici. On va faire pas mal d'opérations en console. Soyez assidus. Je vais aller lentement exprès pour ne pas que vous ratiez une étape. On va se remettre sur notre console qui est ici. Hop. Et on va aller ici installer, se connecter en administration. Alors je vais refaire un clear de manière à ce qu'on ne voit pas tout ça. Et on va faire un sudo-s. Alors -s veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va nous demander de définir un mot de passe. Alors attention, ce mot de passe va être unique, c'est à vous. Donc définissez, il ne sera pas écrit, donc sachez ce que vous allez taper, parce qu'on va le réutiliser plus tard. Donc je vais définir un mot de passe. Voilà, donc là je suis bien connecté en route. Le fait de taper sudo-s me connecte en route. Donc je suis vraiment sur la racine de mon serveur. Donc on va taper notre fameux mot de passe. Alors je vais taper
passe WD. Donc, qui va me permettre de définir un mot de passe. C'est une commande Linux qui permet de créer un nouveau password. Attention, il faut qu'il soit assez, sécure. Et surtout, retenez-le, donc notez-le de suite, éventuellement, pour ne pas l'oublier. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, le mot de passe ne s'affiche pas. Donc, on me demande de le retaper, mais il est bien pris en compte. Voilà, on me dit que le mot de passe a été updaté correctement, et donc on peut passer à l'étape suivante. Alors on y va, et puis on va commencer à taper une commande qui va nous permettre de modifier les accès avec SSH, de manière à bien s'identifier. Pour ce faire, on va modifier notre fichier de configuration directement dans notre serveur avec un petit outil qui s'appelle Nano, qui est tout simplement un éditeur de texte en console et qui va nous permettre d'éditer ce fameux fichier. Alors, on va taper cette commande nano /etc/ssh/sshd_config de manière à rentrer sur notre fichier de configuration de SSH. Alors attention, nano, vous voyez, on est rentré sur ce fameux fichier. On va aller tout simplement avec les touches bas de mon clavier et je vais descendre. Surtout ne modifiez rien, je répète, ne modifiez rien sur ce fichier par erreur. Je remonte, je viens tout en bas. Et je vais aller modifier l'authentification. Moi je remonte, je suis en bas. J'ai dû le passer. Ici. Vous voyez, vous allez sur la ligne password d'authentification. Vous allez avec la flèche de droite jusqu'au mot no. On supprime. Et on met yes. Tout simplement. OK ? Pour sauvegarder et sortir de Nano, vous avez les commandes ici tout en bas. Donc, CTRL X pour sortir. Et yes pour enregistrer. Y. OK ? On fait entrer et on est revenu. On a modifié notre fichier avec Nano. Bon, vous voyez, pas très compliqué, mais il faut suivre les étapes et savoir utiliser les outils en console aussi. Alors maintenant, on va créer un utilisateur. On a besoin de pouvoir s'identifier pour entrer sur Ubuntu. Donc, on va créer un utilisateur avec la commande add user. Alors, add avec 2D, ça serait mieux. Add user. Alors, pourquoi il ne veut pas ma commande add user? Oui, autant pour moi, il faut que je mette add user avec le nom d'utilisateur que je veux. Donc là, en l'occurrence, je vais l'appeler Taland. Ou je vais mettre carrément Jean-Marc. C'est pas mal. Voilà, utilisateur c'est Jean-Marc. Et il va me demander, utilisateur Jean-Marc, il me demande un mot de passe pour Jean-Marc. Attention, c'est toujours pareil, il va vous le demander 2 fois. Comme sur votre machine physique, je répète. On fait entrer. OK. Ici, il va nous demander donc le full name. Donc ici, quel nom je vais afficher pour l'utilisateur. Donc là, je vais mettre Jean-Marc, tout simplement. Alors, maintenant, on va ici rentrer le nom de l'utilisateur. Donc c'est Jean-Marc, je fais entrer. Room number, pas besoin. Work phone, pas besoin. Home phone, pas besoin. Over, OK.
Est-ce que les informations sont correctes? Yes. Et nous voici, donc l'utilisateur Jean-Marc a été créé. Maintenant, cet utilisateur, je veux qu'il soit administrateur d'Ubuntu. Alors, on va lui rentrer une autre commande. C'est user mode -a-g. On va le mettre en sudo, c'est-à-dire qu'il est super admin. Et on lui met un profil administrateur. Et qui est-il? C'est Jean-Marc. Voilà. Alors attention à cette commande. Elle est très très précise. Si ça ne fonctionne pas, retapez là. Et normalement, une fois rentré, on me dit bien que user mode group does not exist. Donc c'est qu'il y a une petite problème. Alors je vais le retaper. User mode. Les espaces sont importants entre le -a et le -g. Sudo, virgule, adm, Jean-Marc. Jean-Marc est bien tout en minuscule. Voilà, là c'est bon. Donc en fait, c'est l'espacement entre sudo et adm qu'il ne voulait pas. Allez, on continue. Alors, on arrive au bout. On va faire un petit reboot de notre serveur pour que tout ceci soit pris en compte. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot command is reason destination rest failed. You may be able to connect with the cloud entity aware proxy. Non, on va se connecter sans identity aware proxy. Il n'y en a pas besoin. Hop. Alors normalement, il est en train de reboot le système. Alors maintenant, on va pouvoir tester notre serveur et puis aller sur nos machines. Alors nos machines, vous allez le retrouver ici et le télécharger maintenant sur votre machine physique, donc Mac ou PC. Vous avez tous les systèmes d'exploitation possibles. Et c'est lui qui va pouvoir dialoguer avec le no machine, bien sûr, qui est sur notre serveur. Alors moi, je l'ai installé et je vais simplement venir le lancer. Alors, au lancement de nos machines, vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et l'idée ici, ça va aller d'ajouter donc la connexion à votre serveur. Donc, on va faire ici ajouter. Nom dot, ici, je vais mettre par exemple mon Ubuntu GCP. Et l'autre ici, il va falloir aller récupérer donc l'adresse IP de mon serveur. Le protocole, c'est bien port 4000 et le protocole, le port NX. Donc, je viens ici sur mon serveur. Je vais revenir ici sur ma VM. Voilà. Hop. Alors, je peux me remettre ici sur le détail. Normalement, j'ai le serveur ici. Et je vais aller récupérer ici Talabuserve. Alors, je vais me mettre carrément sur le détail de ma VM. De manière à avoir la vue unique. Voilà. Et je vais récupérer mon adresse IP ici externe. Alors je dis bien l'adresse IP externe. Je clique sur le petit bouton copier et je vais venir coller ça dans mon no machine qui se trouve ici quelque part. Voilà. Donc je colle l'autre. Port 4000 NX. Et je vais pouvoir maintenant éventuellement me connecter. Alors, je me suis connecté, puis il y a cette vérification d'authenticité de hôte qui me demande de confirmer. Donc, je confirme, bien sûr. Et on va me demander donc l'utilisateur, le nom de l'utilisateur du serveur. Donc, n'oubliez pas, c'est ce que vous avez créé tout à l'heure avec l'identifiant et le mot de passe.
Je vais pouvoir enregistrer ce mot de passe dans le fichier de connexion et je fais connexion. Alors, là il me dit impossible de détecter un affichage en exécution, connecte au bureau, toujours créer un affichage sur ce serveur, c'est pas essentiel. Non mais oui. Alors c'est reparti. Je dis oui. Il se connecte à mon serveur Ubuntu. Voilà, donc là ça vous explique comment ça fonctionne, que pour mettre en plein écran et passer sur le No Machine, il faudra faire un CTRL ALT 0, que ici en bas vous aurez les paramètres pour mettre en plein écran, etc. Donc ok, on fait ok. On va pouvoir accéder à toutes les informations du serveur avec les entrées de périphériques, affichage, etc. Il n'y a pas besoin. Enfin, on va vraiment pouvoir gérer notre serveur avec le son et toutes les options que l'on va pouvoir comment dire, mettre à disposition comme une machine physique en fait. Voilà. Allez, c'est parti. On dit OK, l'affichage. Là, on peut choisir la taille d'affichage par rapport à notre fenêtre, mais on pourra le faire tout à l'heure, c'est pas gênant. On fait OK. Là, on est sur Ubuntu. On fait un CTRL ALT 0. Alors pour moi, ça doit être, comme je suis sur Mac, bien sûr, ça va pas être les mêmes touches. Alors c'est pas grave, je vais le faire à la mano. Hop. Et vous voyez qu'ici, j'arrive bien sur mon serveur. Donc je suis bien sur mon Ubuntu. Je vais essayer de modifier l'affichage pour que ce soit un peu mieux. Alors voilà, vous voyez que j'ai vraiment toutes les applications que je vais pouvoir avoir depuis mon serveur. Je suis sur mon serveur. Ici, je vais pouvoir avoir mes fichiers, donc mes dossiers, mes différents dossiers. Ici, ben, je vais pouvoir me connecter. Je suis sur Firefox, sur mon serveur. Et vous voyez que là, ben, je suis sur une adresse sur le navigateur de mon serveur. Et je peux aller éventuellement sur Reddit, sur Wikipédia, à partir de mon serveur. Alors, je vais voir comment régler cette histoire de taille. Parce que là, je ne suis pas en mode optimal. Voilà, là, je vais me mettre en mode dark. Bon. Display, résolution, ben voilà, j'étais en 800-600, c'est pas top. On va se mettre en 16 neuvième. Ça sera mieux. Voilà. Keep change. Ok, ben voilà, donc on a créé notre petit serveur. Je suis donc sur une machine Linux. Et je vais pouvoir du coup m'y connecter directement, sachant que sur GCP, cette machine tourne en continu. Ben, je vais pouvoir régulièrement me servir de cet ordinateur, de ce serveur, je dirais cette VM, Linux à distance, via n'importe quel écran ou n'importe quelle machine. On voit bien qu'ici, je suis sur Ubuntu GCP, qui est une no-machine. Donc voilà, on a pu créer une instance GCP, on a installé un petit serveur et on va pouvoir faire ce qu'on veut avec ce petit outil. Petite information, ici dans les settings, vous allez aller dans Power et surtout désactiver
sur Never, la mise en veille de votre écran. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est sur un serveur virtuel et que quelquefois ça peut causer des soucis pour la reprise, justement parce que quelquefois une mise en pause de l'écran euh, nécessite une action de l'utilisateur. Étant donné qu'on est sur une connexion distante, quelquefois ça peut causer des petits problèmes au redémarrage et à la reprise de votre serveur. Donc vous laissez sur jamais au niveau de la comment dire de l'économie d'écran, hein, vous mettez sur Never et puis comme ça vous n'aurez pas de soucis. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben là je vois qu'il est en setting, il est en English, mais on va pouvoir, je pense, le modifier très très facilement. Alors voilà, on a créé notre petit serveur Linux sur une image Ubuntu. Ça fonctionne. Ben, reste à tester, voir la dimension du serveur. Bon, sachant que sur GCP, on va pouvoir changer à la volée éventuellement la config de notre système. Si jamais on voit que ça rame un peu trop, on peut passer sur la version au-dessus, sachant que le prix s'en ressentira également. Mais écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Puis si vous voulez d'autres tutos sur GCP, n'hésitez pas. Euh, je verrai ce qu'on peut faire. Il y a tout un tas de mises en place qui peuvent être faites. C'est très très puissant comme machine. Et moi je vous dis à bientôt et salut!